Bienvenue dans ce nouveau numéro de Chaos Global, l'hebdomadaire YouTube vidéo du Courrier des Stratèges. On va aujourd'hui vous parler assez longuement, on va parler essentiellement de l'arrivée de Michel Barnier à Matignon, de tout ce que ça signifie et puis des perspectives. Vous avez sans doute vu notre vidéo avec Jacques Millard, l'interview, le débat que j'ai fait avec Jacques Millard, où lui dit Barnier va échouer et Macron va démissionner. On va voir si nous pronostiquons, nous aussi, la démission de Macron, peut-être pas demain, mais dans les prochaines semaines ou les prochains mois. On va approfondir cette question. Donc, on reparlera relations internationales, affaires étrangères avec Thierry Meyssan mercredi. Et peut-être Édouard, s'il peut se libérer, on va réfléchir à une formule à 3. Et donc, on fait politique intérieure aujourd'hui et surtout perspective de la Macronie. Alors, en réalité, ce n'est pas complètement différent de la question de la mondialisation et du chaos global, puisque on reste dans cette thématique. Je commence évidemment par vous rappeler que vous pouvez librement, gratuitement nous retrouver 24/24, 7 sur 7 sur notre fil Telegram. Telegram, c'est 15 secondes de téléchargement. Et puis, je vous rappelle l'existence de notre chaîne Patrimoine qui est active en cette rentrée, puisqu'on vous parle beaucoup des placements, des crises financières qui se profilent, que beaucoup craignent. La presse anglo-saxonne, on ne va pas l'évoquer aujourd'hui, mais parle beaucoup des risques de krach liés à l'éclatement de la bulle technologique, comme on dit, sur les bourses. Et puis, on vous parle aussi des évolutions fiscales, parce que vous n'ignorez pas, évidemment, la crise de finances publiques que la France traverse. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Patrimoine et puis évidemment abonnez-vous au Courrier des Stratèges si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous rappelle que en plus de ces vidéos sur la chaîne, sur notre chaîne YouTube, eh bien, nous publions chaque jour une dizaine d'articles de derrière les fagots qui vous donnent une information sourcée, rigoureuse, mais sur des sujets qui ne sont pas du bâtonnage, comme on dit, de dépêches de presse, comme la presse subventionnée adore le faire. Ce sont des articles frais signés d'auteurs comme Édouard Husson, comme moi, d'autres évidemment, et qui vous permettent de vous informer autrement. Voilà. Édouard, on va parler de... Je vais taquiner Édouard aujourd'hui, ça lui fait du bien. Édouard, Michel Barnier, on s'est fait allumer ce matin dans un commentaire en disant Véringue soutient Barnier. Alors non, tu as fait un article pour dire pourquoi tu soutiens Michel Barnier. Barnier, c'est un de tes potes? Non, c'est... Disons que j'ai été dans le parti où il est encore aujourd'hui, les Républicains. Voilà. Ah oui, donc, ça existe encore? Apparemment, moi je n'ai pas renouvelé ma cotisation depuis quelques années, mais... J'ai cru que c'était à l'UDF que vous vous étiez croisés. Non, parce que lui était RPR. Non, ce qui est intéressant, c'est que Barnier vient du parti gaulliste. Non, c'est... Est-ce que tu es un pote de Barnier? Non, j'ai souhaité, au moment des primaires chez les Républicains, on y reviendra, que ce soit lui qui émerge, parce que je pensais à l'époque que c'était le seul dans cette droite-là qui était capable de battre Macron. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et Macron a été réélu. Ça n'a pas encore été le cas. Peut-être que... Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en 2022, il y avait une belle occasion, effectivement, de faire émerger un candidat qui avait l'intelligence de traiter certains des sujets traités par le Rassemblement national ou par Reconquête, comme l'immigration, et de le traiter avec une perspective de négociation avec les institutions européennes, d'une part, et qui, d'autre part, était évidemment plus compétent que Macron sur les sujets européens. Et donc, je me disais, c'est un profil intéressant parce que c'est un des rares qui puisse battre Macron après le gel du débat politique pendant le Covid. Bon, les Républicains, à l'époque, en ont décidé autrement et ils ont propulsé une candidate qui a fini à 4,78%. C'est comme ça. La clairvoyance des Républicains. Je suis intéressé aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai écrit un article disant... Ça serait sans doute bien que Barnier dure à Matignon, et j'assume, et puis ça fait partie du débat qu'on va avoir dans les colonnes du Courrier. Je suis intéressé de voir qu'un Macron très affaibli de mon point de vue, finalement n'a pas eu d'autre carte à sortir de son chapeau que Michel Barnier, qui effectivement est une des dernières personnalités politiques solides en France de mon point de vue.
Alors, on va y revenir, mais justement, moi, il m'a un peu scié Barnier, parce qu'il a commencé à dire que... Alors, tu as regardé, j'imagine, la passation, où il a quand même bien mouché Gabriel Attal, on va y revenir aussi. C'était plaisant. Mais dans cette passation, il a parlé des gens d'en bas qu'il fallait écouter. Bon. Et puis, il a persisté, puisque visiblement, cette phrase a fait une espèce de polémique, et il a dit « Je viens de la France d'en bas ». Alors, c'est quand même une grosse carabistouille, parce qu'il ne vient pas de la France d'en bas, alors, il ne vient pas de la grande bourgeoisie parisienne, il ne vient pas de, j'allais dire, du donjon, mais ses parents étaient industriels à Grenoble, donc il ne vient pas non plus, dans la dialectique du maître et de l'esclave, il vient plus du milieu des maîtres que du milieu des esclaves quand même. Alors je pense qu'effectivement, ça m'a fait sourire la formule. En même temps, elle est maligne parce que on sait bien aujourd'hui que pour beaucoup de gens qui n'habitent pas à Paris, le débat français, c'est Paris contre le reste. Et lui, c'est un élu savoyard, enraciné depuis 1973, et donc ce qu'il a voulu dire, c'est « j'appartiens à la France périphérique ». Oui, mais là aussi, c'est quand même une... Moi, ça me rappelle Laurence Parisot quand j'étais au MEDEF. Et Laurence Parisot, je l'ai vue un jour dans un débat, il y avait des jeunes dans la salle, ça bougeait, elle a senti que la salle lui était pas favorable. Donc elle a pris le micro en disant « Mais moi, je suis arrivé à Paris, je ne connaissais personne. » Alors que s'il y a bien quelqu'un qui a réseauté et qui a bénéficié d'appui à Paris, c'est Laurence Parisot. Et Barnier, il fait le même coup. Il sent bien que la salle ne lui est pas favorable, qu'il faut dire « Mais moi, je viens du peuple », donc il le dit. Mais c'est quand même une grosse carabistouille, parce que, tiens, je vais continuer à te taquiner. Barnier, il a fait la conférence Olivain. Oui. Est-ce que tu as fait la conférence Olivain ? Je n'ai pas fait la conférence Olivain. Pourquoi tu n'as pas fait, alors que tu es proche des jésuites? Je n'ai pas fait la conférence. Ça ne s'est pas trouvé. Mais effectivement, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la conférence Olivain, c'est un réseau, un cercle d'étudiants au départ qui avait été créé par un jésuite au 19e siècle. C'est pas tout jeune, hein? Ça existe toujours. Ils vivent vieux, les jésuites. À ma connaissance, ça existe toujours. Et c'est un réseau où on invite une fois par mois un conférencier. Alors, c'est quelque chose qui a été très couru. C'est un réseau c'est un peu une préfiguration des Young Global Leaders, sauf que c'est les Young French Leaders des jésuites, quoi, pour aller vite. À l'échelle française, alors ensuite, après 1945, ils sont devenus très politiquement corrects, ils ont beaucoup insisté sur la laïcité, mais effectivement, il y a beaucoup de grands noms de la politique française qui y sont passés à un moment ou à un autre, dont Michel Barnier. Alors, on va parler de laïcité, puisque j'ai lu de la liste, je suis allé sur la liste affichée sur le site de la conférence Olivain. Il revendique même Raphaël Enthoven, qui ne m'avait pas semblé être un grand défenseur des jésuites spontanément. Mais Raphaël Enthoven a fait la conférence Olivain. On parlera des boomers tout à l'heure, puisqu'on rappelle que Raphaël Enthoven a fait Normal Sup, comme toi. Et il l'a fait la même année qu'un de nos anciens rédacteurs, qui est Raoul Weiss, alias Modeste Schwartz. Je fais l'association d'idées autour des boomers, on va en parler. Et donc, d'ici là, Michel Barnier, sociologiquement, il ne vient pas du petit peuple, mais il a bien compris qu'il fallait dire le contraire, et il a quand même été fabriqué par les milieux parisiens, alors qu'ils étaient sans doute plus ouverts au début des années 70 qu'aujourd'hui, que 50 ans plus tard, mais il a quand même été fabriqué par le substrat, je vais appeler ça comme ça, de la doctrine sociale de l'Église, du gaullisme, enfin, ce milieu parisien qui a fait les années 70. Et puis alors, je pense qu'il cultive une sorte de côté Poulidor aussi. C'est-à-dire, il a fait l'ESCP, l'École supérieure de commerce de Paris. Bien connue de toi. Bien connue de moi. Au début des années 70, elle était encore regardée de haut par HEC et l'ESSEC, c'était la numéro 3. Et Barnier, comme Raffarin d'ailleurs, ils sont de la même promo, 1972. Les deux aiment bien parler de la France d'en bas. En fait, c'est des hommes politiques enracinés régionalement, un peu outsiders à Paris, et qui effectivement jouent sur leur provincialisme, je mets ça entre guillemets, pour dire nous sommes du peuple, nous ne sommes pas comme les Parisiens. Alors au passage,
On notera, parce que Édouard et moi, on a fait de l'administration, tu as connu ça, quand il y avait un poste à Bruxelles, on envoyait les outsiders, comme ceux qui étaient adorés par le système français, restaient en France, et les postes à la Commission européenne de fonctionnaires étaient pourvus par des gens qui étaient des outsiders. Michel Barnier, il a vécu ça, finalement, au fond. En tant qu'outsider, il n'a pas fait une grande carrière politique en France, mais il a fait une très belle carrière bruxelloise. C'est quelqu'un qui avait la réputation, surtout dans ces années-là, mais encore aujourd'hui, de parler peu et de ne pas être aussi loquace qu'un certain nombre d'hommes politiques qui cherchaient a priori les caméras de télévision. Et donc, effectivement, il a été sous-estimé. Et il a été envoyé à Bruxelles parce qu'il y a beaucoup d'hommes politiques français que ça embête d'aller à Bruxelles. Et qui ne dorment jamais à Bruxelles. Le nombre de députés européens qui m'ont dit « Ah, je ne dors jamais à Bruxelles » ou « Je passe le moins de temps possible à Bruxelles ». Et lui s'y est enraciné et il a... Alors c'est là qu'on est sur... Effectivement, je suis d'accord avec toi, tu parlais de carabistouille, mais malgré tout, Barnier a eu une qualité à Bruxelles, c'est qu'il n'était pas énarque. Je suis désolé de dire ça. Mais moi, je suis un faux. Je suis une contrefaçon, moi. Et donc, il n'est pas arrivé avec cette arrogance typique du haut fonctionnaire français pour qui il y a les grands pays et les petits pays. Et une de ses forces, c'est qu'il a toujours su négocier avec tout le monde. Et puis, comme il n'avait pas été formaté par l'ENA, il a appris les mœurs de la Commission européenne. Alors que beaucoup de Français qui vont là-bas, parce qu'ils savent tout sur tout, ils n'arrivent pas à rentrer dans ce milieu très spécifique et qui en plus c'est beaucoup éloigné des origines des années 50, 60 où l'influence française était réelle, peut-être encore sous Jacques Delors, mais depuis ça a beaucoup changé, il y a beaucoup de nationalités et ça Barnier a su apprendre. Dans la pratique, donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'au fond, Barnier, c'est un Européen avant d'être un Français. Politiquement. Il fait penser un peu à Raffarin, c'est-à-dire mettre en avant l'engagement européen et l'engagement régional. Alors la différence, c'est qu'il raconte toujours, et il est sincère, qu'il a fait la campagne du général de Gaulle en 1965, et d'autre part, il a, dans son bureau, il a toujours une photo de Gaulle et Adenauer. Donc ça... L'Europe qu'il prône n'est pas une Europe absolument fédérale, c'est plutôt une Europe fondée sur l'entente entre les peuples. Enfin, on va redire là aussi, puisque j'aime bien cultiver mon image de provocateur, on va redire que De Gaulle n'était pas l'anti-européen basique qu'on nous a décrit, c'est-à-dire que dans une très large mesure, De Gaulle a beaucoup travaillé l'appareil d'État français et l'appareil réglementaire pour permettre le libre-échange, pour permettre la création d'un marché commun avant d'un marché unique, que donc d'une certaine façon, à rebours de ce que beaucoup de Français imaginent, parce qu'ils se racontent en De Gaulle imaginaire, le vrai De Gaulle, il était profondément ultralibéral, il a, contrairement à ce qu'on dit, refusé la sécurité sociale et refusé le programme du CNR, mais c'est passé en sourdine dans les livres d'histoire. Il est arrivé, il a fait le plan RUEF, c'est-à-dire un assainissement douloureux des finances publiques en 1959, et puis globalement, il a quand même beaucoup œuvré pour la modernisation de notre économie et son ouverture au moins sur les pays européens. Il pensait que le marché commun avait une vertu, c'était de secouer les entreprises françaises et en particulier de les faire sortir de leur tendance à la bureaucratisation. Donc ça, il le dit dans des conversations un peu confidentielles lorsqu'on lui dit « mais vous acceptez le marché commun ?» et il dit « oui, mais il faut que les entreprises françaises bougent ». Alors, je dirais que, à mon avis, la seule différence entre De Gaulle et les autres, c'est que De Gaulle était très vigilant sur l'entrisme des États-Unis dans les institutions européennes. Et là, sans du tout faire de procès à Michel Barnier, je ne pense pas qu'il ait l'énergie d'un De Gaulle pour s'opposer à cet entrisme qui aujourd'hui, enfin aujourd'hui c'est même plus de l'entrisme, ils sont dans la place et ils disent aux Européens ce qu'ils doivent faire. C'est de la symbiose. Voilà. Au passage, donc on redira quand même là aussi que le général De Gaulle, sur le fond, a pris un certain nombre d'options qui n'étaient pas complètement anti-américaine non plus.
Non, c'est-à-dire qu'il y avait un cadre qui était celui de la guerre froide. Il y avait un réalisme de Gaulle qui savait que dans les années 50, la bombe atomique française avait été commencée avec l'aval des Américains, donc ça, il ne pouvait pas s'en éloigner. Quand il arrive en 58, il propose aux Britanniques et aux Américains un directoire à 3 de l'OTAN. Ça n'est qu'ensuite que progressivement il s'éloigne d'une coopération étroite avec les États-Unis, mais parce qu'il y a aussi un climat de détente qui s'instaure. Ce dont on peut être certain, c'est qu'en 89, s'il avait été le président face à la réunification de l'Allemagne, il n'aurait jamais accepté que l'Allemagne réunifiée soit dans l'OTAN. Ça, c'est sûr. On fera un jour une émission sur De Gaulle. Il n'en reste pas moins, et je reviens à mon idée première, que moi, ce qui me frappe, c'est que, en gros, si je résume l'histoire des 10 dernières années en France, l'histoire de la décennie, une caste très mondialisée, les Arnault, les Niel, l'hypercapital français, on va appeler ça comme ça, l'hypercapital mondialiste français, a organisé quelque chose qui a quand même beaucoup ressemblé à un coup d'État démocratique, présentable, en fabriquant Emmanuel Macron et en le mettant au pouvoir. On peut dire quand même que Emmanuel Macron a bénéficié d'une mise en scène, de propulsions diverses et variées, qui sont d'ailleurs parfaitement publiques, enfin connues. Macron est arrivé avec cette idée, mais je comprends Arnaud qui se dit qu'il faut moderniser la France, New York c'est en avance sur Paris, blablabla, il faut raccrocher le train, on va faire une nouvelle France mondialisée, enfin on va la projeter dans la mondialisation. La Start-up Nation. On a eu tout le blabla de la Start-up Nation, et puis finalement, quasiment 10 ans plus tard, on a un pays qui est quand même sur les genoux, avec des scissions, ou en tout cas des haines terribles, des passions terribles. Moi, quand j'interviewe Xavier Poussard, qui vit en Italie, il me dit, mais en Italie, il n'y a pas cette violence dans les débats. Il me dit, mais moi, quand je lis les commentaires, je lis la presse italienne, il n'y a pas cette polarisation, ces clivages, je te déteste, tu ne penses pas comme moi, donc voilà. Donc on a un climat extrêmement lourd en France, on a un pays qui est très affaibli sur la scène internationale, et au fond, la Start-up Nation, c'est une dette qui explose, un déficit public historique, personne n'avait jamais vu ça. Donc c'est l'État partout, l'État en faillite. Donc je répète, l'État ne fait pas faillite, il fait défaut, on le sait, mais tout le monde comprend l'expression la faillite de l'État, personne ne comprend l'expression le défaut de l'État. Quand même, la Start-up Nation, ça a été une vaste rigolade, enfin une grande imposture. Et là, on assiste à la revanche des boomers. Ça fait 10 ans que toi et moi, je fais un clin d'œil à ceux qui nous ont traités de boomers, qui sont aussi boomers que nous d'ailleurs. Mais ça fait 10 ans qu'on s'entend dire, chaque fois qu'on n'est pas d'accord, ah nous les jeunes on pense autrement, et vous les boomers, et puis vous les boomers c'est votre faute. Mais enfin, 10 ans de millennials ou je sais pas quoi, 10 ans de Start-up Nation, ce pays est en ruine et on va chercher un boomer pour le sauver. C'est quand même un peu ça. C'est assez cocasse de penser que Emmanuel Macron avait 4 mois la première fois que Michel Barnier est entré au Parlement. Il aurait même pu le baptiser. Parce qu'il a fait la conférence Olivain. Et donc, effectivement, ce qui est très frappant, c'est que la Startup Nation, qui est un peu n'importe quoi, on se retrouve tout d'un coup avec un Premier ministre qui est le fils d'un industriel, je crois que c'était une entreprise de taille moyenne de Savoie, et d'ailleurs, finalement, aller chercher quelqu'un en Savoie, dans la région Rhône-Alpes, qui est une des régions qui reste dynamique et industrielle en France, quelle revanche par rapport à tout le flonflon parisien de l'ouverture des incubateurs, la Startup Nation, etc. Une expression d'ailleurs très mal comprise, parce qu'en fait, l'expression a été forgée en Israël pour désigner une combinaison assez unique au monde d'innovation universitaire et de travail pour l'armée israélienne. Donc tout ça
ça n'est pas très sérieux quand on se réfère à ça, mais peu importe. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que toute la superficialité des 7 dernières années ou des 10 dernières années, tout d'un coup, finit par un Premier ministre de 73 ans et qui effectivement, alors c'est bien quelqu'un de la caste, mais c'est un outsider. Il a passé plus de temps à Bruxelles qu'à Paris et il se rattache à une certaine histoire politique française. Tu faisais allusion à la passation de pouvoir avec Attal. On avait vraiment l'impression de l'étudiant tête à claque de Sciences Po qui se trouvait face à un vieux prof qui lui expliquait ce que c'était quand même que l'histoire politique française. Mais alors, moi, ce qui me frappe quand même, je reviens à ma marotte, cette tentative de coup d'État de Bernard Arnault. Coup d'État, le mot est caricatural, on peut le modérer bien entendu, mais cette volonté de donner une espèce de coup de pied dans les fesses de la vieille bourgeoisie française, qui est toujours en train de faire, je vais taquiner ceux qui défendent Barnier, qui est toujours en train de ménager la chèvre et le chou, on veut libéraliser le marché du travail, mais pas trop, on veut ceci, mais pas trop cela, etc. Bernard Arnault a quand même essayé au fond, de renouveler le paysage en soutenant Macron, en mettant les moyens qu'il fallait pour porter au pouvoir une nouvelle génération. Qu'on a vu arriver. On sait que Bernard Arnault soutient Gabriel Attal. Enfin, Gabriel Attal, lorsqu'il a commencé à devenir ministre, a fait la tournée des popotes de l'hyper-capital français pour bénéficier d'un soutien. On voit bien qu'Attal essaye de préparer 2027 en mode Macron en 2017, donc avec les mêmes recettes de soutien de gens puissants, et notamment de propriétaires de journaux. Et au fond, est-ce que on n'est pas en train de se prendre l'effet boomerang? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas eu un raidissement de la vieille bourgeoisie française? Cette bourgeoisie que tu décris, la bourgeoisie moyenne, la bourgeoisie industrielle, ceux qui font pas des fortunes avec de la crypto-monnaie sur des téléphones, cette vieille bourgeoisie un peu catho, un peu modérée, attachée à un ordre social, sédimenté, historique. Est-ce que, au fond, on n'est pas en train d'ouvrir un retour en arrière là-dessus? Est-ce que on peut dire qu'au fond, ce pays ne peut pas se détacher comme ça, en un claquement de doigts ou par une simple volonté, de ce vieux fond gaulliste social qui l'anime? Oui, au fond, Emmanuel Macron, en 2017, il est élu après qu'il a été écarté de manière très violente, et ça n'a pas vraiment été élucidé jusqu'à aujourd'hui, mais il y avait à la fois des règlements de compte à l'UMP, il y avait sans doute des manœuvres venues d'ailleurs. Fillon, qui incarnait bien cette bourgeoisie vertueuse, encore enracinée, soucieuse d'équilibre budgétaire, et qui en même temps a à l'oreille du peuple. On peut dire qu'à sa manière, Barnier, même s'il n'est pas aussi conservateur que François Fillon, il incarne cette tendance, cette veine, j'allais dire ce filon, mais c'était un mauvais jeu de mots. Et donc, c'est ça qui revient avec une histoire, alors une histoire qui est pas forcément glorieuse, qui n'est pas forcément ambitieuse, mais qui demande qu'on ne se la raconte pas. Voilà, je pense que la caractéristique de Barnier, c'est qu'on ne se la raconte pas. D'ailleurs, il n'a jamais fait de politique nationale d'envergure. Il a raté la candidature à l'élection présidentielle en 2022 parce que, sans doute, il n'était pas assez présent sur les plateaux de télévision et pas assez médiatisé dans la population française. Alors donc, on redit qu'hier, moi, j'ai fait une vidéo sur la chaîne Patrimoine. Abonnez-vous-y, pour poser la question des impôts que Fillon va probablement... Barnier, tu vois, il m'a embrouillé avec son filon, et que Barnier a annoncé vouloir augmenter. Alors il l'a dit, là aussi, de façon, j'allais dire, très giscardienne. Il a dit, ah non, mais on n'exclut pas de faire ceci, donc traduction, on va le faire. Le Courrier vous annonce depuis des mois qu'il y aura un peu de réduction de dépenses, mais il y aura de l'augmentation d'impôts, et Barnier est en train de le confirmer. J'essayerai de faire d'ailleurs un papier assez long sur les coulisses de sa nomination, puisque la presse évoque maintenant un certain nombre de sujets et explique comment, au fond,
la candidature Barnier s'est imposée, à la fois parce que Alexis Kohler l'a beaucoup poussé depuis plusieurs mois, avant même la dissolution semble-t-il, et aussi parce que tout au long de l'été, Macron a fait ce qu'il fallait pour dire « j'ai essayé de mettre quelqu'un de gauche, j'y suis pas parvenu parce qu'aucune personnalité ne se dégageait ». Et là aussi nous en avons pas mal parlé cet été. Ajoutons l'immaturité aussi des partis de gauche qui ont perdu les vieux réflexes d'union de la gauche et d'appétit du pouvoir et qui ont quand même saboté la candidature Cazeneuve au dernier moment. Oui, mais en partie parce qu'ils ne voulaient pas laisser Mélenchon à l'extérieur et que pour eux, l'angoisse, c'était d'avoir un Mélenchon qui soit seul dans son couloir de nage à dire « je suis la seule opposition de gauche ». Donc en fait, ils ont tous joué 2027. Mais on peut discuter des choix qu'ils ont faits. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, Barnier a bénéficié probablement d'une préparation plus longue qu'on ne le dit, et il n'est probablement pas sorti du chapeau la semaine dernière, c'était bien plus préparé que ça, mais sur le fond, il va mener une politique économique dont on voit à peu près, on l'a déjà dit dans le courrier, c'est-à-dire que la réforme des retraites est incontournable. Moi j'avais dit Lucie Castet arrivera, mais quoi qu'il arrive, Lucie Castet ou pas, le sujet c'était que la réforme des retraites va être d'une façon ou d'une autre retravaillée. Barnier, qui est un vieux loup de mer, n'a pas prononcé le mot abrogation, il a juste dit qu'on allait la rendre plus juste. Là aussi, on sait comment on va faire, on va s'occuper des carrières longues, d'un certain nombre de métiers pénibles, etc. Donc sa politique est au fond assez balisée. La question, c'est est-ce qu'il va arriver à dégager une majorité qui va lui permettre de survivre? Donc je le redis, si vous voulez voir le contexte budgétaire dans lequel il arrive, regardez notre vidéo d'hier soir sur la chaîne Patrimoine, mais sur le fond, aujourd'hui, les cartes qu'il a en main, son jeu, tout le monde le connaît, il est assez limité, il n'a pas d'excellentes cartes, il n'a pas tiré d'excellentes cartes au poker, et il va devoir s'en sortir, ce qui n'est pas impossible. Mais alors, quelle durée de vie tu lui prêtes, puisque le camarade Millard disait il va échouer, est-ce que toi aussi tu dis Barnier va échouer? Alors, je pense qu'il y a deux facteurs. Il y a le jeu de cartes, et puis il y a celui qui les joue. Et on sait que dans un certain nombre de jeux de cartes, la personnalité compte autant que le jeu qu'on a. En tout cas, elle permet quelquefois de compenser le fait qu'on n'a pas certains atouts. Et parce qu'on joue la bonne carte au bon moment. Et donc je crois qu'effectivement, ce qui est compliqué pour le système politique, c'est que d'un côté, ils ne sont pas contents. On voit à l'Assemblée, et alors tout le monde prend la pause, jusqu'à François Hollande qui dit « je voterai la censure », etc. Et en même temps, est-ce qu'ils ont le choix de faire autre chose? Ou alors, s'ils décident de faire tomber Barnier rapidement, et l'hypothèse de Miard, moi c'est pas que je ne refuse l'hypothèse de Miard. Moi je pense qu'il vaudrait mieux que l'expérience Barnier dure un peu. Mais on pourra en parler après, mais les raisons pour lesquelles je dis ça. Mais peut-être que ça va se passer comme Miard le dit. Et à ce moment-là, simplement, dans la foulée, c'est Macron qui saute. Et ça va, je pense que le système politique actuel va avoir ça comme garde-fou. Ensuite, ou comme tentation. Je suis pas sûr je crois qu'ils sont tous fixés sur 2027 et qu'ils ont sauf Édouard Philippe. Sauf Édouard Philippe, mais qui en même temps on voit qu'Édouard Philippe il est du genre à tremper le doigt de pied dans le Rubicon et puis d'attendre de voir en disant où c'est un peu frais. Il a bien rétropédalé en disant mais non, ça. Je ne veux pas déstabiliser. Voilà, donc il a annulé les faits de ce qu'il avait fait. Oui. Bon, donc je pense que le système est très prudent. La question étant de savoir combien de temps Barnier peut durer s'il n'est pas censuré d'emblée. Et il semble qu'il ne le sera pas, et dans ce cas-là, ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an. Je doute quand même qu'on arrive au bout du quinquennat de Macron. Je pense que ça cassera avant. Alors pourquoi? Parce que je pense que le problème, c'est que Barnier devient Premier ministre. Mais il est Premier ministre, il n'est pas président. Et la question de fond, c'est l'épuisement de Macron. Ce que tu disais tout à l'heure sur cet épuisement de la Startup Nation, etc.,
en fait, ce dont les Français ne veulent plus, c'est de cette hystérisation permanente de la vie politique française que Macron... Ce côté bling-bling, oui, excité, turbulent. Et en plus, en montant les Français les uns contre les autres en permanence, puisque c'est ce que Macron a fait dès le départ. Et dès l'affaire Benalla, on voit bien son côté provocateur, qu'ils viennent me chercher. Puis ensuite, il y a les gilets jaunes qui sont réprimés avec une grande violence. Et puis ensuite, il y a les confinements, nous sommes en guerre. Et puis après ça, il y a j'ai envie d'emmerder jusqu'au bout les non-vaccinés, etc. Et alors, une certaine grande bourgeoisie, ou ce que tu appelles l'hypercapitalisme, n'a pas voulu changer Macron en 2022. Ils ont pensé que ça pouvait le faire, sauf que on voit bien que depuis 2 ans et demi, ça a été pire même que ce qui s'était passé avant 2022. Et donc je pense que la classe politique va sentir cette aspiration des Français à de l'apaisement. Pour autant, la majorité, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, et donc les votes seront très précaires. Et moi, je vois plutôt le gouvernement Barnier tomber sur un accident ou un vote à un moment qui n'était pas prévu, ou parce qu'un tel est absent le jour du vote. Bon, on va reparler de l'apaisement, parce que ça aussi, c'est un sujet qui m'énerve. Mais quand même, il y a un truc qui m'a scié. Je ne sais pas si tu as suivi ce week-end. Mais d'abord, lorsque le nom de Barnier est sorti, Jean-Philippe Tanguy, qui apparaît comme le ministre de l'économie possible de Marine Le Pen si elle arrivait au pouvoir, Jean-Philippe Tanguy a dit Barnier est stupide. Alors, il a rétropédalé depuis en disant j'aurais pas dû dire ça, mais c'est un mot qui est quand même déconcertant. C'est déconcertant et c'est très parisien comme réflexe. Parce qu'effectivement, Barnier parle peu. Mais je mets au défi quiconque de m'expliquer que celui qui a négocié le Brexit dans des conditions difficiles et avec 27 avis très, très différents est totalement idiot. Oui, enfin, moi je suis étonné qu'à ce niveau de responsabilité, on se laisse aller à une telle sortie de route. Mais ce qui, moi, me consterne, c'est quand même que Tanguy a ajouté quelles étaient les conditions pour que Barnier ne soit pas censuré par le RN, puisqu'en réalité, on sait que ce qui va se jouer, c'est le ralliement du RN à une censure du gouvernement, auquel cas il tombe, et en effet, c'est Macron condamné à démissionner. Et Tanguy, qui a quand même fait des études, expliquait que le RN ne censurerait pas Barnier tant qu'il n'augmenterait pas les impôts, et au fond, tant qu'il défendrait les dépenses. Et on a quand même un RN qui aujourd'hui a le temps de se préparer. Enfin, je veux dire, ils se sont pris quand même, qu'on le veuille ou non, une bonne baffe en juin 2024, c'est-à-dire il y a 2 mois, sur le fait qu'ils n'étaient pas prêts, qu'ils ont aligné des candidats qui étaient parfois totalement lunaires. Et là, 2 mois plus tard, on a l'impression que le RN n'a pas fait un pas de plus et qu'on est devant une structure, devant un parti qui n'a pas de colonne vertébrale et qui n'est pas capable de prendre une position réfléchie. C'est-à-dire qu'on Barnier est stupide, et puis nous, ce qu'on veut, c'est abroger la réforme des retraites, mais en même temps pas augmenter les impôts, et en même temps régler le problème des finances publiques. À un moment donné, ça veut quand même dire que Barnier va être confronté à un parti politique où celui qui est supposé être ministre de l'économie semble quand même singulièrement coupé de toute forme de réflexion économique sérieuse, parce qu'on ne peut pas expliquer qu'on réduit un déficit sans augmenter les recettes ou sans diminuer les dépenses. Donc à un moment donné, il faut faire un choix. Et le fait que Tanguy ne soit pas capable d'avoir ce raisonnement de cours préparatoire en école primaire, mais comme beaucoup de Français d'ailleurs, moi je suis désolé de le dire, on va encore m'expliquer que je suis méprisant, ce que je suis, je vous le confirme, mais à un moment donné... Non, je suis belge. Je suis belge, je suis franc. Et donc, à un moment donné, il faut se dire, si le déficit est trop élevé, soit on diminue les dépenses, soit on augmente les impôts. Mais expliquer qu'on va soutenir un Premier ministre s'il ne prend aucune de ces options, les bras nous en tombent. C'est-à-dire que là, quand même, Barnier, il est face à un RN qui n'a pas l'air de vouloir sortir pas l'air de vouloir tirer les leçons des échecs qu'il a subis récemment. Oui, j'ai été frappé aussi par la relative arrogance de Jordan Bardella
alors qu'il rêvait d'être Premier ministre, il ne l'a pas été, et qui visiblement ne comprend pas ce que signifie, parce que là on parle beaucoup des intentions des uns et des autres, mais il y a aussi des phénomènes structurels qui se révèlent. Et le système français finalement fait émerger un Premier ministre de 73 ans. Alors on avait jusqu'à récemment un Premier ministre de 35 ans qu'un jeune homme de 28 ans rêvait de remplacer. Et je pense qu'il serait temps de réfléchir, quand je parlais d'immaturité des parlementaires de gauche tout à l'heure, mais il y a aussi effectivement une immaturité ailleurs. Finalement, ceux qui l'ont emporté provisoirement, ce sont les moins immatures, c'est-à-dire les LR ont pas mal joué dans la séquence récente, y compris Wauquiez d'ailleurs, et les macronistes ont été assez intelligents pour se dire qu'ils avaient échappé au pire et qu'il valait mieux ne pas faire trop de vagues. Pour l'instant, ils attendent. Pour l'instant, oui. Mais à mon avis, il va y avoir très vite dans le bloc macroniste, là aussi, des dissensions, parce que, inévitablement, Barnier va devoir parler du problème de l'immigration. D'ailleurs, il ne s'en est pas caché. Il avait fait une campagne aux primaires sur un moratoire. La fermeture des frontières, on va dire ça comme ça. Un moratoire. Et donc, ça va poser problème à un certain nombre de macronistes qui nous ont expliqué que l'immigration était une chance et toutes ces choses. Et à l'inverse, il sera très difficile au Rassemblement national d'expliquer que c'est totalement stupide de faire des propositions pareilles. Donc, à mon avis, ça va être un beau bordel. Maintenant, moi, je sais que tu soutiens Barnier. Alors, dis-nous, parce que je comprenne, parce que je n'ai pas compris, pourquoi tu souhaites qu'on donne une chance à Barnier? À cause de l'immaturité générale de la classe politique. Parce que, alors là, c'est à mon tour de te provoquer, je pense que ce que montre la séquence actuelle, c'est qu'il y a un seul truc solide en France, ce sont les institutions de la Ve République. Et quand bien même Macron les a beaucoup déformés, c'est assez paradoxal, mais finalement, il a tenu 2 mois sans nommer de Premier ministre et les autres ont trépigné, etc. C'est quand même lui qui a décidé du moment. Je ne dis pas que j'approuve, mais ça montre bien comme les institutions sont solides. Et d'autre part, le paradoxe, c'est que lui qui voulait abolir la fonction de Premier ministre, comme Sarkozy avant lui, eh bien, finalement, il se retrouve à devoir l'assumer et il va découvrir les vertus de cette diarchie très, très particulière qu'a voulu De Gaulle, mais qui est enracinée dans l'histoire de France. Et donc, je crois que face à ça, bien sûr, on peut faire un choix. On peut souhaiter que ce soit le chaos. Est-ce simplement, j'ai 2 objections. La première, c'est est-ce qu'on peut le souhaiter au sens de il faut être prêt à assumer ce qui va se passer et que ça va aller très mal pour les Français pendant un moment. Donc moi je préfère toujours un atterrissage en douceur. Et la deuxième chose, c'est que je pense que Barnier est en phase avec quelque chose qui est souhaité dans l'ensemble du monde, c'est-à-dire un apaisement de toutes les relations politiques, qu'elles soient internationales ou nationales. Et je crois que Macron, produit du système otanien, est très typique de cette hystérie qui nous a valu la guerre d'Ukraine, qui nous vaut la guerre de Gaza. Et je me dis, Barnier est peut-être une chance que la France se sorte de cette hystérie et soit un peu plus tranquille, un peu plus apaisée et puisse renouer avec ce que veut la grande majorité des pays du monde. Non mais là je reconnais bien, je vais te taquiner, je reconnais bien la modération naturelle de la grande bourgeoisie française. Mais celle-là, elle est faite. Voilà. Mais sur le fond, aujourd'hui, cet apaisement, comme tu dis, il ne peut profiter que à ceux qui sont bénéficiaires du système actuel. Et au fond, on a aujourd'hui, c'est la particularité de notre époque, me semble-t-il, on est confronté à des évolutions fondamentales. Qui font qu'on ne peut plus rester dans le système ancien. Parlons des institutions, puisque tu évoquais, de mon point de vue, plus personne ne comprend pourquoi, au fond, le Parlement monopolise la décision publique. Et je le dis, c'est ma rengaine, mais aujourd'hui, tu peux donner ton avis sur n'importe quel restaurant, n'importe quel café, tu peux donner ton avis sur n'importe quel sujet en ligne, et tu as des sondages en ligne. Tu peux aujourd'hui vivre en instantané et partager des décisions collectives en instantané sur tout un tas de sujets, sauf
sur les sujets qui concernent la cité. C'est-à-dire que on t'explique, non mais là c'est le Parlement qui décide et ton député te dit, non mais attendez, moi je vous donne rendez-vous tel jour si vous voulez me parler, mais pour le reste, allez vous faire foutre. Moi j'ai entendu des élus, je me souviens d'avoir fait une conférence un jour avec des élus d'une métropole dont le président est ministre aujourd'hui, de Macron, et j'avais devant moi 200 élus qui disaient, non mais attendez, nous les électeurs ils votent tous les 6 ans, et s'ils ne sont pas contents, ils ne nous réélisent pas, mais nous, on n'a pas à les écouter en dehors des élections. Voilà. Et Macron a montré que même à l'occasion des élections, on écoutait à peine les résultats. Et les gens ne peuvent plus comprendre ça. C'est-à-dire que les gens ne peuvent plus comprendre pourquoi on décide de changer, mettre un feu rouge devant chez eux, et personne ne leur en a parlé, personne ne les a consultés. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et qu'aujourd'hui, ça pose un problème. Et donc, je ne vois pas comment les institutions, mais pas seulement celles de la Ve République, je ne vois pas comment la démocratie représentative peut continuer à vivre sur ces nouveaux schémas sans se mettre au diapason des nouvelles technologies pour prendre des décisions publiques autrement. Mais là, on est entièrement d'accord. Moi, je parlais juste du cadre. Il me semble qu'il y a deux aspects dans la vie d'un pays. Il y a cette démocratie locale et qui, elle, est bafouée, on le sait bien, dans les grandes villes comme dans les petites villes. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais je ne suis pas sûr que ce soit à Paris de résoudre ça. C'est un changement général, c'est un changement d'état d'esprit. Je pense qu'il faut débrancher la démocratie représentative. Il faut passer à la démocratie liquide. Et par ailleurs, oui, mais ça ne changera pas le fait que on a besoin, sur le plan régalien, je pense, d'un État qui exprime ce qu'est la France, sa souveraineté et autres. Et c'est cet aspect-là dont je parlais. Le président, le Premier ministre, qu'ensuite le Parlement soit dépassé par les technologies actuelles, par l'état d'esprit, par les mentalités, ça je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, pour essayer d'avoir un argument, précisément en 69, quand De Gaulle propose une réforme des institutions, sur laquelle il perd son référendum, il allait bien dans cette direction, même si les technologies de l'époque ne permettaient pas d'imaginer ce dont nous parlons. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il avait sorti quelque chose, mais j'ajoute, et là, je crois que moi j'ai un désaccord de fond avec la logique Barnier. Moi, tout le monde le sait, je suis un Français de l'étranger, Français de sang, mais de l'étranger. Moi, je pense que la France doit vivre son destin de grand pays. Et je n'ai jamais cru à la théorie selon laquelle la France était devenue trop petit et que seule l'Europe pouvait nous permettre d'exister. En tout cas, peut-être que l'Europe peut nous permettre d'exister, mais avec une grande France. Et je fais partie de ceux qui ont vécu aux marches du pays et qui se sont toujours dit que la mission de l'Union européenne était à la base d'affaiblir la France. C'est une politique qui est menée depuis 1815 dans le concert des nations. Et je pense que nous sommes toujours dans cet épisode historique. Moi, je suis pour que la France redevienne un grand pays. Et j'ai quand même... Moi aussi. Oui, mais alors, j'ai du mal à comprendre comment on peut imaginer que la France redevienne un grand pays, revive sa vie, son énergie vitale de grand pays, en restant dans l'Union européenne, qui est une invention faite pour, au fond, maintenir un glacis autour des frontières françaises pour empêcher l'arrivée d'un nouveau projet impérial. Et donc, pour moi, le fait que Barnier soit un Européen parmi les Européens, c'est contradictoire avec ce que moi j'appelle de mes voeux, c'est-à-dire une rupture avec le logiciel qu'on a installé depuis 1815 et une autre façon de vivre notre francitude. Je ne vois pas comment un Barnier peut faire ça. Je ne pense pas non plus qu'il le fera. Je dis simplement, moi, mon seul... ce qui est notre différent, il est tactique. Est-ce qu'on prône l'atterrissage au risque qu'il y ait un crash de l'avion, un atterrissage immédiat, ou bien est-ce qu'on choisit un peu le terrain pour se poser? C'est une question de... Je ne pense pas que la société française soit prête au crash actuellement. Mais elle ne le sera jamais. Personne n'est jamais prêt à un crash. C'est pour cela que je dis, si l'expérience actuelle dure, autant qu'il y ait un atterrissage un peu plus doux que ce qui se profilait s'il y avait un Premier ministre plus fantaisiste et faisant le grand n'importe quoi économique. Mais c'est un différend qu'on peut avoir, c'est le débat qu'on a dans les colonnes du courrier. Hein. Mais sur le fond, Édouard, est-ce que tu penses que
le fait d'arrondir les angles, de temporiser, au fond, de faire du check and balances, est une bonne façon de donner l'électrochoc à ce pays dont il a besoin pour, à un moment donné, se dire on est en train de décrocher, on n'est plus capable de faire un téléphone portable, on n'est plus capable de fabriquer un ordinateur, on est de moins en moins capable de fabriquer des voitures. Au fond, tout ce qui fait la vie contemporaine, on n'est plus capable de le produire chez nous, ni même de l'inventer, ni encore moins de l'industrialiser. Est-ce qu'il ne faut pas redire aux Français, mais si vous voulez redevenir un grand pays, il faut être capable de fabriquer des téléphones, être capable de fabriquer des ordinateurs, et ça suppose qu'à un moment donné, il y ait des usines avec des gens qui travaillent dedans et qui ne passent pas leur temps à dire l'usine c'est l'esclavage, et on est mal payé, et on a trop d'obligations en échange de notre salaire. À un moment donné, il faut dire aux gens, écoutez, il va bien falloir se remettre au boulot si on veut redevenir un grand pays. Ou alors on assume, parce qu'on trouve que c'est trop dur pour nous, on assume de décrocher et d'être dans le déclin. Mais moi, ce qui m'a fasciné, c'est de voir ton homonyme, Husson. Il n'est pas de ta famille, le sénateur. Non. Le sénateur Husson, qui est président de mémoire de la Commission des finances au Sénat, faire une conférence de presse le 4 septembre pour dire la France ne peut pas économiser 100 milliards de dépenses en peu de temps. Il faudrait des années pour le faire. On n'en est pas capable. Alors que 100 milliards de dépenses, c'est 3 points de PIB, en gros, un tout petit peu plus, mais guère plus. Et que l'Allemagne, elle, après la crise de 2009, elle a été capable, en 2010-2011, de dire on réduit nos dépenses de 3% de PIB en 18 mois pour éviter la spirale de l'endettement. Ça veut dire qu'il y a des pays qui sont capables de faire des efforts, et nous, on a cette vieille droite molle du genou qui nous dit « Ah mais nous on ne peut pas y arriver, c'est trop dur, ça va faire trop de Sprons, on va se disputer, on ne va pas être apaisé, le bien-être avant tout ». C'est comme ça qu'on décline, Édouard. La question pour moi, si je prends une comparaison historique, c'est la chute de l'URSS. Gorbatchev a eu bien des limites, mais l'un des avantages, c'est qu'il a évité que tout ça se finisse par une conflagration internationale. Il a mis fin à la guerre froide. Ensuite, je suis d'accord qu'il n'a fait que repousser l'échéance et que la société russe en a beaucoup bavé pendant 10 ans, et ça a été absolument terrible. Alors je ne dis pas qu'on échappera à ça, mais je pense qu'il nous faut un moment gorbatchevien. Parce que sinon, il y aura une catastrophe qu'on ne maîtrisera pas, et dans le contexte actuel de grandes tensions internationales, ça pourrait donner des idées à un Macron ou à un autre pour essayer de nous entraîner dans des aventures où nous ne voulons pas aller. Une des raisons pour lesquelles je pense qu'il vaut mieux qu'il y ait Barnier, c'est que je crois que sur des sujets internationaux, il apaisera au lieu d'hystériser. Mais je vais reprendre ton exemple de Gorbatchev. Effectivement, Gorbatchev, il est arrivé, si j'ose dire, en bout de course. C'est-à-dire que ça faisait quand même un certain nombre d'années et même de décennies que le système soviétique s'effondrait et devenait la caricature de lui-même. Et au fond, Gorbatchev, il a évité, comme tu dis, le crash. Simplement, le crash est arrivé après lui. Et au fond, il n'a fait que faire reculer l'Union soviétique ou la Russie pour mieux sauter et pour mieux la faire sauter, si j'ose dire. C'est-à-dire que les années Eltsine ont été des années de grand désordre, et puis il y a eu in fine un effondrement où effectivement les gens se sont retrouvés sans emploi et sont passés sans transition, si j'ose dire, du système communiste où on leur disait « vous êtes magnifiques ». Parfois, allez, je vais taquiner amicalement. J'ai l'impression que Philippot, il fait de l'Union soviétique. « Vous êtes magnifiques, bon c'est vrai, vous êtes de plus en plus pauvres, mais vous êtes magnifiques ». Ça, c'était le système Gorbatchev, et c'était le système soviétique d'une manière générale. On se mentait, on se racontait une histoire sur ce qu'on était, et puis un jour, le système a implosé, et les gens, ils sont passés sans ménagement du système communiste au système capitaliste. Et si on regarde aujourd'hui comment fonctionne l'Union soviétique, la Russie, pardon, de fait, c'est un capitalisme un peu spécifique, on va dire ça très cartélisé, avec beaucoup de capitalisme de connivence, mais
les entreprises sont taxées à 15%, point. Le rêve aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs français se disent mais le système russe au moins c'est 15% d'impôts, point. Ça nous permet de développer notre activité sans être en permanence en train de tendre la main, à demander des subventions, des machins, des trucs. Et il y a eu cette transition redoutable en Russie. Oui, mais là, tu oublies juste un point, je suis d'accord avec l'analyse, mais tu oublies juste un point, c'est que ce qui a malgré tout permis un atterrissage, et l'avion il a perdu un peu en se posant, mais c'est le fait que Gorbatchev a fait revenir le débat démocratique. Il faut remettre du jeu dans le système. Alors je peux me tromper, hein, mais il me semble que l'explosion à laquelle on allait avec Macron, si rien ne bougeait, elle aurait été encore pire que ce que nous allons avoir, et je ne dis pas que nous allons avoir quelque chose de merveilleux, mais ça permet aussi de se préparer. On voit bien que les partis politiques en place ne sont absolument pas prêts à assumer le pouvoir. Tu parlais du Rassemblement national qui n'est pas prêt, la gauche, on l'a vu, n'est pas prête. Donc s'il peut y avoir de la démocratie réinsufflée, comme il dit, de la France d'en bas, ou c'est Raffarin qui disait ça, lui il dit les gens d'en bas, et que sur tous ces sujets dont tu parles, il y ait plus de démocratie locale aussi. Il a dit j'écouterai tout le monde. Oui. Il a cette habitude. Oui. Il a cette habitude comme élu en Savoie, dans une région qui a été pas mal gérée et qui a su organiser des Jeux Olympiques. Certes, mais je prends l'exemple d'écouter tout le monde. Il a annoncé une conférence sociale sur les salaires, les retraites, etc. C'est-à-dire qu'on va reprendre ces grands appareils syndicaux qui sont essentiels. Je fais une série sur le paritarisme. Moi, je suis pour un syndicalisme, mais un syndicalisme de salariés. Et quand je vois qu'aujourd'hui, la CFDT, la CGT, la CGC sont, en partie FO, sont essentiellement des syndicats de fonctionnaires qui sont minoritaires démographiquement, mais qui ont pris le pouvoir et parlent au nom de tous les salariés avec un langage et une pensée de fonctionnaire. Et quand Barnier dit on va refaire une grande conférence avec tous ces gens-là pour discuter de la réforme des retraites, qui ne concernait pas les fonctionnaires, ou en tout cas très peu, on se dit mais tout ça est ahurissant. C'est-à-dire qu'il va continuer à faire vivre le simulacre de démocratie avec ce système corporatiste d'ancien régime, des corps intermédiaires, etc. Et au fond, la démocratie que tu appelles de tes voeux, que j'appelle de mes voeux, il ne va pas la faire vivre, il va la retarder, il va remettre un coup d'oxygène dans un vieux système mourant, et qu'au fond, de toute façon, Emmanuel Macron a dynamité. C'est probablement, de mon point de vue, la seule bonne réforme de Macron, ça a été de dire on arrête le dialogue social avec des gens qui ne représentent qu'eux-mêmes, et le dialogue social doit avoir lieu dans l'entreprise, dans des rapports de force locaux. Moi, ce qui m'effraie, c'est qu'au fond, Barnier, il va faire un retour en arrière là-dessus, et il va se contenter effectivement les Français qui se disent le progrès selon Macron, ça nous exaspère, et le progrès en général nous exaspère. Si on restait dans la France des années 70, on serait tellement heureux. Et j'ai l'impression qu'il va un peu jouer ce jeu-là. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses qui frappent quand on débat là-dessus. Premièrement, on parle de moins en moins de Macron. Et c'est vrai que c'est le résultat de ce qu'on disait, c'est-à-dire 7 ans, 10 ans qui finissent, en fait, qui sont en train de finir. La deuxième chose, c'est que je vois bien tous les arguments et j'en partage un certain nombre, mais est-ce que, je reviens à la question de Gorbatchev, est-ce que l'acteur ne va pas être dépassé par ce qu'il a déclenché ? Entre les intentions et les résultats, on sait qu'en politique, il y a souvent un monde. Puis il y a l'histoire qui se fait. Voilà. Tout n'est pas écrit, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. J'entends toutes les critiques. J'assume le fait de dire, j'aime bien qu'on ait à nouveau un Premier ministre. Je pense que ça fait partie de l'équilibre institutionnel. On n'en avait pas. En fait, on avait un collaborateur du président. Hein, Sarkozy l'avait dit, Macron l'a continué. Et je préfère avoir quelqu'un qui a du sang-froid et qui peut jouer un rôle dans des négociations pour sortir de la guerre d'Ukraine ou de la guerre de Gaza,
Et enfin, je préfère quelqu'un qui aime la démocratie locale, même si il pense comme un homme de 73 ans et vraisemblablement il ne voit pas le potentiel de ce que tu appelles la démocratie liquide. Je suis d'accord que ça n'est qu'une transition et je préfère cette transition-là à une explosion totale que l'hystérie macronienne nous amenait. Mais j'entends bien que le débat va continuer. Ce que tu es comme en train de nous dire pour conclure cet échange, vous voyez qu'on a des débats entre nous et on trouve bien de vous les montrer. Cet échange, pour conclure cet échange, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'au fond, Barnier va renverser le sens des institutions, c'est-à-dire que jusqu'ici, théoriquement, le président était le chef d'État, surplombait le débat, et puis le Premier ministre incarnait le pouvoir réglementaire, qui était le chef de la majorité, c'était le militant qui menait une politique et qui allait au casse-pipe. Barnier, il s'est quand même, au fond, beaucoup positionné en rassembleur, c'est-à-dire il a endossé la fonction que le président de la République n'aurait jamais dû perdre, Oui. et il a renvoyé Macron au rôle de chef d'une majorité perdante. Mais là encore, entre l'intention et le poids des structures, il va ramener simplement un équilibre. Donc je pense qu'il est une bonne chose. Un président comme Mitterrand, par exemple, savait bien que... Alors il est allé jusqu'à des cohabitations, mais il n'empêche que l'un des bons aspects de la Ve République, c'est précisément d'avoir un président qui préside et un gouvernement qui gouverne. Et je pense que c'est le sens profond des institutions. Bon, on va suivre ça. Donc, vous nous retrouvez évidemment dans les colonnes du Courrier. Édouard, vous l'avez compris, un regard bienveillant sur Michel Barnier. Moi, un peu moins. Donc, évitez les commentaires Vérague soutient Barnier, parce que ça ne me paraît pas complètement le reflet d'eux. Et par ailleurs, effectivement, je m'adresse aux commentateurs qui disent le Courrier, la position du Courrier, c'est de soutenir Barnier. Ben, en fait, non. Si vous souhaitez, vous reprochez beaucoup aux médias mainstream d'être aseptisé, monobloc, monolithique. Voilà. Nous, on a des divergences d'appréciation. On explique pourquoi on a ces divergences. On est capable de se les dire en face sans se taper dessus. Enfin, on se tape dessus une fois que la caméra est débranchée. Et sur le fond, donc on va suivre ça. Et suivez la chaîne Patrimoine parce qu'on va vous accompagner tout au long de la discussion du budget qui commence ce soir à 17h30 ce lundi, puisque Bruno Le Maire, à mon avis, moi, je serais Barnier, je garderais Bruno Le Maire à Bercy, enfin bon. Mais on le redit, Barnier... Il garde son directeur de cabinet. Donc Barnier a pris Jérôme Fournel comme directeur de cabinet. Jérôme Fournel était le directeur de cabinet de Bruno Le Maire jusqu'il y a quelques jours. Donc il y aura une continuité de toute façon entre ce qui s'est fait avant et ce qui va se faire sous Barnier, au moins ne serait-ce qu'humaine. Et on va suivre ça. On suit donc le budget, on vous accompagne pour vous parler des hausses d'impôts. Vous l'avez compris, Barnier en a annoncé. Et il y en aura, nous en avons déjà énuméré quelques-unes très probables. Et si vous voulez être au fait de l'actualité, abonnez-vous à notre chaîne Patrimoine. Et puis à la semaine prochaine, on se voit mercredi a priori avec Thierry Messant pour parler politique étrangère. Tu seras là ? Alors c'est à quelle heure ? D'habitude, on tourne vers 15h. Oui, et ça, il faudrait que ce soit un peu plus tôt pour moi. Mais... Bon, on va essayer. À très bientôt, à la semaine prochaine, mes amis.